16 jours. 7 vagues. Et ce soir, Israël tremble encore. Pas une frappe. Pas deux. Cette salve balistique distincte lancée depuis le territoire iranien en l'espace de quelques heures. La première après minuit. La dernière en plein matin. Et entre les deux des sirènes, des impacts, des incendies, et un pays tout entier sous les bombes du nord au sud. Ce n'est pas une escalade. C'est une démonstration de puissance calculée. Téhéran vient de prouver quelque chose de fondamental ce jour-là. Pas qu'il peut frapper Israël, ça, tout le monde le savait. Mais qu'il peut le faire encore, et encore. À l'heure où les défenses israéliennes sont les plus vulnérables. À l'heure où les stocks d'intercepteurs touchent un plancher critique. À l'heure où personne ne l'attendait vraiment. Voilà ce que signifie le jour 16. Pas la fin d'une guerre. Le début d'une nouvelle phase. Revoyons la nuit du 15 mars 2026 depuis le début. Minuit. Les sirènes retentissent à Tel Aviv. Jérusalem suit en quelques minutes. La Cisjordanie. Matula, tout au nord, à la frontière libanaise. Et simultanément, dans le sud, d'autres alertes. La totalité du territoire israélien visé au même moment. De la frontière libanaise jusqu'au désert du Negev, un pays de 9 millions d'habitants réveillés en pleine nuit par le son qui annonce l'impact. Les forces aériennes israéliennes scramblent immédiatement. Des F-35 Yadir photographiés en plein vol au-dessus du centre du pays, rasant le ciel à vitesse maximale. Les batteries de défense s'activent. Les intercepteurs partent. Les explosions s'enchaînent au-dessus de Tel Aviv, pas les missiles iraniens, mais les interceptions elles-mêmes visibles à l'œil nu depuis les rues de la capitale. Mais pas tout ne s'arrête en vol. Dans le quartier de Bnei Brak, un immeuble résidentiel est sévèrement endommagé. Pas légèrement touché. Sévèrement. Le maire Anouk Siber arrive sur les lieux en urgence et annonce l'évacuation complète des habitants vers des hôtels. Un bâtiment entier vidé. Des familles dehors en pleine nuit. La rénovation sera nécessaire, c'est lui qui le dit. Un homme de 60 ans, blessé modérément à la tête par des éclats de verre projetés par l'impact. Transporté en urgence à l'hôpital Ichilov. À Ramagan, quartier adjacent à Tel Aviv, un septuagénaire légèrement blessé lors d'un impact distinct. Même hôpital. Même nuit. 2 blessés civils à des endroits différents, dans des immeubles résidentiels, en plein cœur de zones densément peuplées. Ce ne sont pas des bases militaires qui encaissent les coups. Ce sont des appartements. Des rues. Des quartiers où les gens dormaient, et puis il y a la question des ogives. Parce que ce que l'Iran a tiré cette nuit-là ne ressemble pas à une frappe classique. Des missiles balistiques équipés de têtes à sous-munitions. Une technologie d'une brutalité particulière. Un seul missile qui s'ouvre en vol et libère des dizaines, parfois des centaines de petites bombes dispersées sur une zone pouvant atteindre 10 km de rayon. Une arme conçue non pas pour détruire une cible précise, mais pour saturer un espace entier. Une rue. Un quartier. Plusieurs pâtés de maisons en même temps. Les services de secours israéliens rapportent des incendies simultanés à plusieurs endroits en simultané. Des voitures entièrement calcinées. Une, filmée au sol, complètement engulfée dans les flammes, résultat direct d'une sous-munition. Des photos circulent. L'image est saisissante. Une voiture retournée, carbonisée, dans une rue banale de banlieue israélienne. Ce type de munition n'est pas nouveau dans ce conflit. Depuis le début des hostilités, l'Iran en a utilisé massivement. Sur les 300 missiles tirés au cours des 10 premiers jours, près de la moitié transportaient ce type d'ogive. La moitié. 5 missiles sur 10 dispersant des sous-munitions explosives sur des zones résidentielles. Amnesty International l'a condamné sans ambiguïté après les 12 premiers jours de guerre. Ces armes sont intrinsèquement indiscriminées. Elles frappent sans distinction militaire et civile. Téhéran continue pourtant. Maintenant parlons du vrai problème. Celui qu'Israël vient d'admettre officiellement aux États-Unis cette semaine. Les intercepteurs sont en passe d'être épuisés. Pas en baisse. Pas en tension. Critiquement bas, c'est le terme utilisé par les responsables américains briefés sur la situation. Critiquement bas sur les intercepteurs Arrow, ceux qui servent précisément à abattre les missiles balistiques lancés depuis l'Iran et depuis le Yémen. Les seules armes capables d'arrêter ce que Téhéran envoie. Washington ne découvre pas ce problème. Les responsables américains affirment avoir anticipé cette situation depuis des mois. Un officiel cité dans les médias américains a déclaré que la pénurie était quelque chose d'attendu et d'anticipé. Attendu. Ils savaient qu'un conflit prolongé viderait les stocks. Ils ont regardé venir. Voici pourquoi c'est un problème fondamental. Un intercepteur Arrow n'est pas un obus. Ce n'est pas quelque chose qu'une usine produit en série et qu'on commande sur un catalogue. Chaque missile intercepteur est un système d'armement complexe. Composants de précision, tests extensifs. Chaîne de production spécialisée. Quand le stock est épuisé, il n'y a pas de réapprovisionnement express.
Pas de livraison en 48 heures. La production prend des mois. Et pendant ces mois, les missiles iraniens continuent d'arriver. Regardons maintenant la logique iranienne. Parce qu'il y a une logique. Et elle est froide. Jour 10 de la guerre, les attaques iraniennes avaient chuté de plus de 90%. 90. Les frappes américano-israéliennes avaient détruit l'essentiel des capacités de lancement iraniennes. 3/4 des rampes de lancement identifiées neutralisées. Le débit de missiles entrants était tombé à presque rien. Les analystes parlaient de suppression efficace. Et puis le jour 16 arrive. Cette salve en une nuit. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas non plus un sursaut désespéré. C'est une stratégie de conservation délibérée. L'Iran a préservé et caché, protégé, rationné une partie de ses capacités de tir. Pas pour frapper immédiatement. Mais pour attendre. Attendre que les stocks d'intercepteurs israéliens s'effondrent suffisamment. Attendre le moment où chaque missile qui passe représente un danger réel, pas un problème gérable. Ce moment, c'est maintenant. L'Iran regarde les chiffres. L'Iran calcule. Et l'Iran frappe à cette reprise en une seule nuit au moment exact où Israël est le moins capable d'intercepter. C'est de la guerre asymétrique dans sa forme la plus sophistiquée. Tu ne gagnes pas en ayant le plus de missiles. Tu gagnes en forçant l'adversaire à en dépenser plus qu'il n'en a. Et il ne s'agissait pas que de l'Iran cette nuit-là. Simultanément, et le mot est important, simultanément le Hezbollah a lancé 150 roquettes depuis le sud du Liban en direction du nord d'Israël. 150. En même temps que les 7 salves balistiques iraniennes frappaient le centre et le sud du pays. Ce n'est pas de la coïncidence non plus. Les gardiens de la révolution islamique l'ont confirmé eux-mêmes dans leur communiqué officiel. Une opération conjointe. Planifiée. Avec un tir continu prévu sur environ 5 heures. 5 heures de bombardement coordonnés depuis 2 directions distinctes, obligeant les systèmes de défense israéliens à s'activer sur 2 fronts en même temps. Voici ce que ça signifie concrètement. Israël dispose d'une architecture défensive en couches. L'Arrow pour les missiles balistiques à longue portée, ceux qui viennent d'Iran ou du Yémen. Le David Sling pour les menaces à moyenne portée. Et l'Iron Dome pour les roquettes courte portée, précisément celles que le Hezbollah utilise depuis le Liban. Quand Iran et Hezbollah frappent en simultané, les 3 systèmes s'activent en même temps. 3 batteries. 3 types d'intercepteurs. 3 catégories de stock en train de se vider en temps réel. Et chaque interception a un coût. Un intercepteur Iron Dome coûte environ $80 000. Un seul. Chaque fois qu'une roquette du Hezbollah est abattue, $80 000 partent en fumée. Les intercepteurs Arrow coûtent plusieurs millions d'unités. Plusieurs millions par missile balistique intercepté. Cette nuit du 15 mars, 150 roquettes plus 7 salves balistiques représentent probablement des centaines de millions de dollars d'intercepteurs dépensés en quelques heures. Et impossible à remplacer du jour au lendemain, mais pendant qu'Israël encaisse, Israël frappe aussi. Ce jour-là, des explosions lourdes ont été rapportées dans la région d'Ispahan. 20 détonations aux abords de Shiraz. Des frappes sur des bases aériennes iraniennes d'Ezfoul, Caen, Hamadan. Un rapport d'impact sévère sur le port de Jask, dans la province d'Hormozgan, à proximité immédiate du détroit d'Ormuz. L'infrastructure navale iranienne dans l'une des zones maritimes les plus stratégiques de la planète. Et puis il y a eu l'événement qui n'avait jamais eu lieu auparavant. Un F-35 Yadir israélien a abattu en combat aérien un Yak-130 iranien, un chasseur de fabrication russe au-dessus de Téhéran même. 2 premières mondiales en un seul événement. Première victoire aérienne d'un F-35 contre un appareil piloté adverse dans l'histoire de l'aviation mondiale. Et première victoire aérienne de l'armée de l'air israélienne depuis 1985, 41 ans. Des chasseurs furtifs israéliens opérant avec une liberté totale dans l'espace aérien de la capitale iranienne. Pas au-dessus d'une zone frontière. Pas en périphérie. Au-dessus de Téhéran. Engageant des appareils militaires iraniens en combat direct, à leur domicile. C'est le niveau d'impunité aérienne qu'Israël a établi dans ce conflit. Regardons l'échelle globale depuis le début des hostilités. Lors de l'ouverture des frappes, baptisée Opération Rugissement du Lion, Israël a déployé environ 200 chasseurs en une seule sortie coordonnée, la plus grande opération de combat de l'histoire de l'armée de l'air israélienne, pour frapper plus de 500 cibles militaires en Iran occidental et central. Défense anti-aérienne. Rampe de lancement. Centre de commandement. En une seule nuit. Depuis lors, le total monte à plus de 7600 frappes en Iran et 1100 au Liban dans le cadre de l'opération Rugissement du Lion. Le secrétaire américain à la défense a évoqué un total combiné américano-israélien dépassant 15 000 cibles atteintes sur l'ensemble du territoire iranien. 15 000 cibles. C'est ce niveau de destruction qui explique pourquoi les attaques iraniennes avaient chuté de 90% dès le 10e jour. 3/4 des lanceurs identifiés neutralisés. La capacité de frappe iranienne réduite à une fraction de ce qu'elle était. Et pourtant l'Iran frappe encore. Cette fois en une nuit.
Au moment le plus critique pour les défenses israéliennes, voilà ce que le porte-parole de l'armée israélienne, le général de brigade Efi Defrin, a déclaré à CNN. 3 semaines supplémentaires d'opération minimum. Des milliers de cibles encore à atteindre en territoire iranien. Les opérations se poursuivront jusqu'à Pessah, la Pâque juive, dans environ 3 semaines, avec des plans de contingence pour prolonger encore au-delà. Des milliers de cibles restantes. Pas des dizaines. Des milliers. Voilà le problème mathématique brutal que personne ne veut formuler à voix haute. Si Israël est critiquement bas sur les intercepteurs Arrow au jour 16. Si l'Iran a su attendre exactement ce moment pour relancer cette salve en une nuit. Si 3 semaines supplémentaires d'opérations israéliennes en Iran garantissent 3 semaines supplémentaires de représailles iraniennes. Si chaque représaille consume des intercepteurs que l'on ne peut pas remplacer. Que se passe-t-il au jour 23? Au jour 30? Au jour 37, quand les opérations sont supposées se terminer? L'Iran n'a pas besoin de gagner chaque bataille. L'Iran a besoin qu'Israël manque de munitions défensives avant la fin du conflit. Et la stratégie en cours à frapper maintenant, fort, coordonnée avec le Hezbollah, précisément quand les stocks sont au plus bas, indique que Téhéran a peut-être calculé le bon moment. Ce que prouve le jour 16 n'est pas qu'Israël perd. Ce que prouve le jour 16 est que ce conflit est entré dans une phase où les équations ont changé. Avant, Israël détruisait les lanceurs iraniens plus vite que l'Iran ne pouvait frapper. Maintenant, l'Iran frappe avec ce qui reste au moment précis où les défenses sont au plus bas. La différence entre ces deux réalités, c'est là que se jouera la suite. Israël a des milliers de cibles devant lui. L'Iran a des missiles encore intacts. Les intercepteurs disparaissent. La production ne suit pas. Le Hezbollah maintient sa cadence depuis le nord. Et Washington regarde en sachant depuis des mois que ce moment allait arriver. 3 semaines. Des milliers de cibles. Des stocks critiques. Soit Israël termine ses objectifs avant que les défenses ne s'effondrent complètement. Soit l'Iran réussit à démontrer que même avec 75% de ses lanceurs détruits, il peut tenir suffisamment longtemps pour saturer un système de défense à bout de souffle. La réponse arrive dans les prochains jours. Et vous savez déjà ce que ça signifie. Ce n'est pas la fin d'une guerre. C'est une guerre qui change de forme. Jour 16. Et tout reste à jouer.